Nous sommes en 2006 et l'Espagne a le vent en poupe. L'économie connaît une croissance incroyable depuis le début du millénaire, la production par habitant ayant plus que doublé en l'espace de 6 ans seulement. Les économistes allemands prédisent que, dans 5 ans à peine, l'Espagne les dépassera en termes de revenus par habitant et qu'elle deviendra une puissance centrale en Europe. Certaines régions du pays atteignent le plein emploi et le gouvernement adopte des lois pour rendre les conditions de travail très confortables et gratifiantes. Le boom a été alimenté par la croyance en la croissance continue de ce beau pays et tout le monde voulait en profiter. La zone euro a ouvert la voie à l'investissement international dans une monnaie commune et la meilleure façon de participer à la réussite espagnole était de posséder un peu d'Espagne. L'achat d'une maison sur la plage à Marbella ou d'un studio à Madrid n'était pas un luxe, c'était un investissement judicieux qui pouvait également être utilisé pour profiter du soleil. Les agents immobiliers faisaient tellement d'affaires qu'ils étaient devenus des célébrités locales, et les artisans étaient tellement sollicités pour construire suffisamment de maisons qu'il n'était pas rare de voir un plombier au volant d'une Bentley. Tout cela est devenu une prophétie autoréalisatrice, car à mesure que l'argent affluait dans le pays et que les gens s'endettaient pour s'exposer davantage au marché immobilier espagnol, les besoins en construction augmentaient, ce qui donnait une bonne image des chiffres du PIB et par conséquent du pays en tant qu'excellent investissement. Bien sûr, ce n'était pas le cas, et les chocs économiques de la crise financière mondiale et de la crise de la zone euro ont rapidement mis fin à la fête alimentée par l'endettement. Aujourd'hui, près de 20 ans plus tard, l'économie est toujours plus pauvre qu'elle ne l'était en 2007. Le chômage reste élevé, en particulier chez les jeunes, l'activité économique au sens large a stagné, le pays est toujours aux prises avec l'endettement et, pire encore, ce ralentissement n'a même pas rendu le marché du logement, qui est à l'origine de tout ce gâchis, moins cher pour les gens ordinaires. L'Espagne est véritablement l'une des économies les plus effrayantes du monde, car s'il est facile de se remémorer l'exubérance spéculative du début des années 2000 et de conclure, avec le recul, qu'elle était inévitablement vouée à l'échec, le pays disposait à l'époque d'une économie moins surendettée que beaucoup de grandes nations aujourd'hui. Si l'Espagne est un récit édifiant, il convient probablement de se demander si nous en avons vraiment tiré les leçons. Donc, quel a été le moteur de la croissance rapide de l'économie espagnole ? Qu'est-ce qui a vraiment provoqué son effondrement ? Pourquoi l'effondrement a-t-il duré si longtemps ? Et enfin, existe-t-il aujourd'hui dans le monde des économies majeures dont la situation est plus compromise que celle de l'Espagne en 2007 ? L'histoire économique de l'Espagne est jalonnée de montagnes russes. De l'utilisation excessive de l'or pendant la colonisation à l'exclusion du plan Marshall américain, en passant par les premières politiques de libéralisation, il y a beaucoup à dire sur l'Espagne et son histoire financière. Mais pour comprendre la crise actuelle du pays, il est préférable de commencer par son apparente réussite, qui a débuté dans les années 1990. À l'époque, le pays connaissait un taux de chômage élevé qui ne bougeait pas. Le gouvernement espagnol a commencé à prendre des mesures pour s'assurer une place potentiellement plus rentable à la table de la mondialisation progressive, et il a estimé que le meilleur moyen d'y parvenir était d'adhérer à la Communauté économique européenne, CEE. Cette initiative, lancée en 1986, a d'abord été décevante, le PIB par habitant de l'Espagne se situant à environ 72% de celui d'un membre moyen de la CEE. Toutefois, après avoir subi une récession mondiale au début des années 90, le gouvernement a réussi à juguler l'inflation et à gérer le budget de manière à amorcer une baisse régulière du chômage au milieu de la décennie. Presque en même temps que ces changements, la CEE a été intégrée au premier pilier de la nouvelle Union européenne en 1993, ce qui a incité l'Espagne à être l'une des premières nations à adopter l'euro en 1999. Comme c'est souvent le cas pour la plupart des décisions géopolitiques massives, comme changer la monnaie d'une nation et rejoindre un agrégat mondial, cela s'est accompagné d'un certain nombre de coûts et d'avantages. Lorsqu'une économie reste indépendante de l'arbitrage extérieur, elle bénéficie d'une certaine flexibilité, principalement d'une souveraineté monétaire totale. Si la monnaie doit être dévaluée, pour stimuler les exportations et réduire les déficits commerciaux, le fait d'avoir un gouvernement capable de le faire seul peut accélérer le processus avant que la situation ne devienne incontrôlable. S'il doit contrôler les taux d'intérêt pour faire face à l'inflation, à l'endettement ou au chômage, il conserve ce contrôle au sein du pays lui-même. Bien sûr, d'un autre côté, un modèle économique plus intégré présente de nombreux avantages, en particulier entre les pays d'un même continent. Pour commencer, le partage d'une monnaie comme l'euro facilite grandement les échanges avec les pays voisins, en simplifiant les comparaisons de prix et en aidant les entreprises individuelles et leurs consommateurs à trouver les meilleurs prix. De plus, dans la plupart des cas, une monnaie partagée est une monnaie plus forte, surtout si on la compare à l'ancienne peseta espagnole, qui n'était pas réputée pour sa stabilité. Avec un énorme réseau de pays qui maintiennent une monnaie pertinente, il devient beaucoup plus facile de payer les importations. Et surtout, le crédit devient beaucoup moins cher, ce qui, selon la manière dont il est géré, peut facilement s'ajouter à la liste des inconvénients.
Alors, comment tout cela a-t-il joué un rôle dans le déclenchement de la bulle espagnole ? Et comment ce pays s'est-il développé sur le papier au point de convaincre presque tout le monde qu'il était en passe de devenir la nouvelle superpuissance de la zone euro ? Selon la plupart des économistes, ce changement spectaculaire a été amorcé en 1998, un an seulement avant l'adoption de l'euro. Profitant de l'augmentation de l'immigration qui a débuté la même année, l'Espagne s'est intéressée de très près au marché immobilier, plus qu'elle ne l'était déjà. Avec une vague de nouvelles personnes prêtes à obtenir la citoyenneté, l'accent a été mis sur la construction d'espaces de vie confortables. Cette évolution a été jugée positive par le gouvernement espagnol, car la construction est une activité à forte intensité de main-d'œuvre, qui peut permettre à un citoyen de conserver son emploi pendant de longues périodes. Et compte tenu de l'histoire troublante du chômage en Espagne, il est logique que l'Espagne ait commencé à théoriser sur la façon dont cela pourrait être une solution à long terme pour les taux de chômage persistants rencontrés au XXe siècle. Au plus fort du boom de la construction, on trouve des références historiques à des ouvriers qui conduisaient des voitures de luxe parce que leur travail était très demandé. L'euro est venu mettre de l'huile sur le feu de ce phénomène. Bien sûr, c'est là que le crédit bon marché entre en jeu. Grâce au faible taux d'intérêt pratiqué par les banques espagnoles, à l'euro qui sert de catalyseur aux transactions et aux fluctuations de change à faible risque, le marché de l'immobilier est devenu une source d'inspiration pour ceux qui espéraient faire des bénéfices. L'Espagne était déjà favorable à la construction de logements, mais l'introduction de l'euro a rendu le développement beaucoup plus rapide et plus facile que jamais auparavant. Le fait que le gouvernement espagnol favorise les allègements fiscaux dans le secteur de l'immobilier n'a pas non plus nui aux yeux des investisseurs étrangers et nationaux. Ces politiques ont permis de réduire le coût de la propriété pour l'utilisateur et ont fait du pays une opportunité d'investissement incroyablement attrayante. Les loyers imputés n'étaient pas imposés, les plus-values n'étaient pratiquement pas taxées, les intérêts hypothécaires étaient déduits, et ce qui distinguait vraiment l'Espagne des autres acteurs de l'époque, les paiements du principal étaient également déductibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Tous ces éléments, ainsi que le modèle de croissance économique qui donnait la priorité à la construction, ont permis aux emprunts espagnols sur le marché immobilier d'atteindre des sommets inégalés. Alors, pourquoi le gouvernement central espagnol n'a-t-il pas vu clair dans son jeu ? Et pourquoi le reste des investisseurs mondiaux n'y ont-ils pas réfléchi à deux fois ? Après tout, la dette augmentait considérablement, et rétrospectivement, la plupart des indicateurs économiques annonçaient des problèmes. Tout d'abord, il est important de comprendre que les gens considèrent aujourd'hui la situation sous l'angle de l'après-crise. C'est un peu comme si la plupart des experts considéraient Bernie Madoff comme le magicien de Wall Street, et qu'ils disaient maintenant que tout le monde aurait dû être plus sage. Cela dit, il existe d'autres éléments majeurs qui ont caché la progression de la bulle. L'un d'entre eux est le mode de fonctionnement unique du gouvernement espagnol et de son économie. La théorie officielle est la décentralisation fiscale, c'est-à-dire le processus de transfert des responsabilités de la collecte des recettes et de l'exécution des dépenses du gouvernement central vers les autorités infranationales. Fondamentalement, cela signifie que le gouvernement central espagnol a joué peu ou pas de rôle dans le processus d'emprunt comme d'autres pays de l'UE. En fait, pour le monde entier à l'époque, la dette de l'Espagne était incroyablement faible, parce que la plupart des chiffres économiques ne prennent en compte que le gouvernement central, sans tenir compte des administrations provinciales. Afin de garantir l'autonomie des régions qui composent le pays, le gouvernement espagnol a mis en place une constitution favorisant la division administrative, mise en œuvre à la fin des années 70. La nation est composée de 17 régions autonomes, dont l'archipel des Canaries dans l'océan Atlantique et l'archipel des Baléares dans la mer Méditerranée, et de 2 villes autonomes en Afrique du Nord. Bien sûr, il était clair que les entreprises de construction, les investisseurs et les personnes ordinaires qui voulaient simplement acheter une maison empruntaient, mais ce qui n'était pas clair, c'était de savoir qui exactement faisait les prêts. C'est là qu'intervient toute la question de l'autonomie régionale. Dans un pays comme l'Espagne, une grande partie de la collecte des impôts, des coûts de santé et du financement de l'éducation n'est pas gérée par une autorité centrale, mais par les régions autonomes respectives. De plus, avant la crise de 2008, il existait environ 45 caisses d'épargne régionales différentes, connues sous le nom de cajas, disséminées dans tout le pays. La plupart d'entre elles se sont lancées dans l'immobilier avec l'espoir de faire fortune. Ce décalage est l'un des nombreux facteurs qui ont permis à l'Espagne d'afficher un excédent budgétaire lorsque tout allait bien. Pendant un certain temps, le monde ne s'en est pas rendu compte. Une fois encore, l'adhésion à l'UE a permis de réduire les obstacles juridiques aux investissements en provenance d'autres pays européens, de sorte qu'il n'a pas fallu longtemps pour que les investissements en provenance de pays riches tels que l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France commencent à affluer. Cette réaction en chaîne a alimenté un boom agressif de la construction qui a donné à l'économie du pays une allure formidable, ce qui, à son tour, a rendu les investisseurs encore plus enthousiastes quant à la croissance de l'économie, ce qui les a incités à investir davantage d'argent, ce qui a donné à l'économie du pays une allure encore plus formidable. À son apogée, plus de 12,5% de la main-d'œuvre espagnole travaillait dans le secteur de la construction.
À elle seule, l'Espagne a réussi à créer plus de la moitié des nouveaux emplois dans l'Union européenne, en construisant plus de logements que l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni réunis. Le crédit a commencé à exploser et les prix de l'immobilier ont grimpé de 71% en 5 ans seulement, entre 2003 et 2008. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. L'Espagne a anticipé, dans une moindre mesure, la possibilité d'une retombée. Après avoir rejoint la zone euro, le gouvernement central espagnol a mis en place une équipe travaillant 24 heures sur 24 en collaboration avec les banques afin de mettre de l'argent de côté pour d'éventuels prêts non productifs lorsque la situation était rentable. C'était tout à fait anormal dans l'Occident d'avant la crise, et le dossier officiel indique qu'ils ont mis de côté environ 35 milliards d'euros. Mais voilà le problème. C'était loin d'être suffisant pour sauver le pays de ce qui allait arriver. Pas même de justesse. Quels étaient donc les principaux problèmes ? Qu'est-ce qui a fait que tout s'est effondré ? Pour commencer, comme dans toute bonne relation, la communication est essentielle. Et c'est un domaine dans lequel l'Espagne faisait cruellement défaut. L'immigration était l'une des principales motivations initiales pour la construction de logements et une raison de faire travailler de nombreuses personnes sur des projets de construction le plus rapidement possible. Il s'avère que l'Espagne a dépassé ses estimations quant au nombre exact de logements nécessaires, et c'est peu dire. En 2006, le pays avait construit plus de 800 000 logements pour accueillir environ 200 000 nouvelles familles. Pour ajouter à ce chaos, certains participants à l'abus immobilier espagnol n'ont même pas pris la peine de modifier les réglementations pour répondre à leurs besoins. Ils ont simplement menti. Dans un article publié par 2 professeurs, José María Raya et José García Moltavo, ces derniers ont étudié la nature du système hypothécaire espagnol pour comprendre les prix de l'immobilier. Pour ce faire, ils ont examiné le ratio prêt-valeur, ou LTV. Ce ratio est calculé en utilisant la valeur entre l'hypothèque qui est donnée et la valeur de la maison. Cela semble assez simple, mais il y avait un problème. La déconnexion est devenue plus élaborée parce que cette valeur était déterminée par des spéculations extérieures, les sociétés d'évaluation. Leur travail consistait à fixer le prix des maisons en fonction d'un ensemble de caractéristiques. Voici comment cela fonctionne selon l'étude. La Banque d'Espagne a estimé qu'un LTV égal ou inférieur à 80% est un bon prêt hypothécaire, car 20% de la valeur de la maison a déjà été payé. Toutefois, plus le ratio LTV est proche de 100%, plus le prêt hypothécaire est risqué et plus la probabilité de ne pas rembourser la dette est élevée. Si la banque était confrontée à une hypothèque avec un LTV supérieur à 80%, il était peu probable que la Banque d'Espagne l'accepte. C'est ici que Raya et Moltova ont fait une découverte bouleversante. Les banques ont en fait réussi à accorder des prêts hypothécaires qui ne respectaient pas la politique bancaire. Et voici comment elles ont réussi à le faire encore et encore. Si un employé du secteur financier remarquait qu'une famille avait un ratio prêt-valeur proche ou égal à 100%, il appelait simplement la société d'évaluation pour modifier le prix de la maison, ce qui donnait à la maison un LTV plus bas. Selon ces enquêteurs, la société d'évaluation a augmenté le prix de la maison pour que la banque puisse accorder le prêt hypothécaire. L'acheteur a pu profiter de sa nouvelle maison et la banque espagnole n'en a rien su. Bien entendu, il s'agissait probablement du risque involontaire le plus dangereux qu'une banque régionale ou une caja pouvait prendre, en accordant des prêts hypothécaires à des clients qui n'avaient aucune garantie, avec des biens immobiliers à prix élevé, manipulés par des évaluateurs et des institutions financières franchement trop affamées pour en envisager les conséquences. Et pour 80% de la population espagnole, propriétaire de son logement, tout cela ressemblait à un rêve devenu réalité. Jusqu'à ce que la bulle éclate enfin. Grâce à des données insuffisantes et à une tromperie encouragée, tout s'est finalement effondré en un clin d'œil. Lorsque le marché du logement a implosé, la dette immobilière espagnole représentait près de 50% du PIB du pays. Des milliers de familles se sont retrouvées dans l'incapacité de rembourser leurs dettes massives, et comme les maisons étaient largement déficitaires, les banques n'avaient aucun moyen de récupérer leurs pertes. Le flux de crédit, qui semblait autrefois abondant, s'est tari presque immédiatement, laissant les promoteurs spéculatifs, qui étaient omniprésents à l'époque, se transformer en une masse importante de prêts non performants. Inutile de dire que ce pécule de 35 milliards d'euros n'a pas servi à grand-chose. Encore une fois, il est facile de considérer tout cela comme un peu ridicule avec le recul. Mais il y a aujourd'hui dans le monde beaucoup de pays qui se trouvent dans des situations sans doute pires et qui sont également tombés dans le piège de supposer que cela ne pouvait pas leur arriver. Par exemple, en Australie, le niveau d'endettement des ménages par rapport au PIB est aujourd'hui plus élevé que celui de l'Espagne juste avant son effondrement générationnel, représentant 116,6% du PIB nominal du pays en mars 2023, contre un niveau record de 85% pour l'Espagne, ce qui semble aujourd'hui plutôt modeste. L'augmentation du ratio DTI des ménages australiens a été plus prononcée que dans la plupart des autres pays, passant de la moitié inférieure de la distribution des économies avancées à la fin des années 1980 au quartile supérieur en 2018. Il existe également les mêmes signes d'alerte clés.
Des politiques fiscales généreuses en faveur de l'investissement immobilier, des banques prêtes à fermer les yeux pour conclure une affaire, une manie spéculative alimentée par l'immigration, et l'assurance que, parce qu'il y a là-bas de belles plages, les maisons devraient valoir 9 fois le revenu national. Il y a aussi le Canada. À la fin de l'année 2023, le ratio dette des ménages sur PIB du Canada était estimé à 104%, ce qui est encore une fois plus élevé que celui de l'Espagne. Dans bon nombre de ces économies modernes, on retrouve également les mêmes anecdotes concernant les artisans qui gagnent beaucoup plus d'argent que leurs homologues professionnels mieux formés, et les agents immobiliers qui ont leur propre émission de télévision. La hausse fulgurante des prix de l'immobilier en Espagne au début des années 2000 semble aujourd'hui relativement conservatrice par rapport aux augmentations des prix de l'immobilier observées dans ces économies au cours des 5 dernières années. Même s'il serait tentant de dire que tout s'est bien passé pour l'Espagne, la réalité est qu'elle doit encore faire face aux retombées de cette crise près de 20 ans plus tard. Dans un premier temps, l'Espagne a fait ce que de nombreux pays font lorsqu'ils tentent de relancer leur économie. En clair, en cas de doute, elle a dépensé sans compter. Et c'est ce qu'elle a fait, en dépensant plus en pourcentage du PIB pour la relance que n'importe quel autre pays européen. Tout cela aurait probablement fait la une des journaux pendant des années si un autre pays n'avait pas volé la vedette avec ses propres échecs financiers, la Grèce. En 2009, le nouveau gouvernement a révélé que le déficit budgétaire de la Grèce était bien plus élevé que ce que l'on pensait. Les marchés obligataires ont commencé à perdre confiance dans l'économie grecque, et le pays est devenu le nouveau gros titre, enterrant à bien des égards l'histoire édifiante de l'immobilier espagnol pendant près de 2 décennies. Il est évident que cela n'a pas soudainement annulé le problème espagnol pour l'Espagne elle-même. Ce n'est pas parce que le monde entier a détourné les yeux de l'arbre qui tombait que les Espagnols n'étaient pas encore là pour entendre le bruit de la chute. Le pays est encore aujourd'hui confronté à un certain nombre de défis importants. Alors que la plupart des pays occidentaux ont été frappés au début de la crise immobilière de 2008, le système espagnol a été particulièrement touché, et même s'il a connu quelques années de croissance, son PIB n'a toujours pas retrouvé son niveau de 2007. Lorsque le pays était en plein essor dans les années 90, les salaires annuels rivalisaient avec ceux de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Cependant, aujourd'hui, ils sont bien inférieurs à ceux de la plupart des autres pays développés, avec 29 113 € en moyenne. Le revenu annuel est inférieur de 9 à 11% à ce qu'il était avant la crise. Avec l'augmentation constante de la dette et de l'inflation, la situation de l'espagnol moyen est pire aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 20 ans. Avec l'augmentation des emprunts internationaux et le renflouement des banques espagnoles, le pays a été contraint de modifier la structure de toutes les 45 cajas mentionnées plus haut dans la vidéo, à l'exception de 2 d'entre elles, ce qui rend l'accès au crédit encore plus difficile aujourd'hui. De plus, ses liens avec l'euro, une mesure autrefois prometteuse pour la stabilité financière, enlèvent à l'Espagne une grande partie de sa capacité à déprécier les taux de change. Cette situation, associée à une baisse des revenus, a entraîné ce que les économistes appellent une fuite des cerveaux, c'est-à-dire l'émigration de personnes hautement qualifiées ou intelligentes d'un pays donné. Ce qui, en fin de compte, n'est pas de bon augure pour un pays qui a besoin de personnes capables de résoudre des problèmes. L'époque où les ouvriers roulaient dans des voitures de sport n'est plus qu'un lointain souvenir, car le taux de chômage reste plus élevé que dans la plupart des autres pays européens. Depuis avril 2024, la tendance est à la hausse. En fait, les statistiques peuvent être quelque peu trompeuses, car beaucoup de ceux qui sont considérés comme ayant un emploi ne font en réalité que des petits boulots pour joindre les deux bouts, sans promesse de carrière à long terme. Bien sûr, il est peut-être trop tard pour l'Espagne, et le pays devra se redresser lentement s'il veut y parvenir. Mais pour les autres pays, il y a toujours une possibilité de changer ses habitudes, et c'est là que le message devient clair comme de l'eau de roche. Avec ces thèmes communs qui apparaissent dans d'autres pays, il est temps pour ces derniers d'examiner ce qu'est réellement l'Espagne, du moins d'un point de vue économique. Ce n'est pas seulement un pays dont l'économie est en difficulté, avec un taux de chômage des jeunes astronomique, une croissance faible et, ironiquement, des coûts de logement élevés. Il s'agit, dans tous les sens du terme, d'un avertissement. Un avertissement sur le fait qu'une économie ne peut pas résoudre ses problèmes fiscaux unilatéralement en endettant massivement un seul secteur. Un avertissement sur le fait que la frénésie peut éclipser le jugement rationnel. Un avertissement que, si un tel krach immobilier peut se produire en Espagne, il peut vraisemblablement se produire n'importe où ailleurs. L'argent rapide est exactement ce qu'il est, de l'argent rapide. Et il peut disparaître aussi vite ou plus vite qu'il n'est arrivé. Le Portugal, voisin de l'Espagne, a connu des difficultés similaires, et il tente de reconstruire son économie d'une manière unique qui semble fonctionner, mais qui n'a pas été particulièrement populaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ciao.